Donc, l'été dernier, il y a un important projet sur la pollinisation qui a pris fin au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Ce projet, bon, il portait le drôle de nom d'Api Bleu Max. Il devait sûrement avoir un nom plus formel, mais nous autres, on l'appelait de même entre nous. Ça fait depuis 2022 que les étudiants et les chercheurs s'activent dans les bleuetières pour documenter et mieux comprendre les pollinisateurs commerciaux afin d'optimiser leur utilisation. Le projet se déclinait en 4 volets et vont tous vous être présentés ce matin. Les résultats de recherche qui vont vous être présentés vont certainement influencer vos pratiques dans les années à venir. Pour la première présentation de ce bloc de conférence sur la pollinisation, j'inviterai nul autre qu'un des chercheurs responsables du projet, M. Pierre Giovanezzo, qui est professeur agrégé en sciences apicoles à l'Université Laval, à venir nous présenter une étude économique sur les effets de la densité des pollinisateurs commerciaux sur le rendement du bleu nain dans la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Alors, accueillons Pierre Giovanezzo. Merci. Bonjour, merci pour l'invitation. Ça me fait plaisir de commencer la présentation avec le premier volet de notre projet, qui était un volet où on effectuait une étude agroéconomique sur des données qu'on a utilisées. Donc, allons-y. En passant, c'est Mireille qui devait présenter, mais elle est en vacances. C'est moi qui ai présenté. Donc, le contexte, je vais aller quand même assez rapidement parce que vous connaissez votre industrie. La pollinisation du bleuet par les pollinisateurs commerciaux, les principaux, on a les abeilles mellifères, donc vous connaissez. Il y a les bourdons, donc Bombus impatiens, et puis les mégachilles, ce sont les 3 pollinisateurs que vous utilisez dans vos bleuetières. Puis nous, on s'est intéressé à ça avec les collaborateurs, donc votre syndicat, et puis donc les questions, on en avait plusieurs, je vous ai montré tantôt, mais les densités de ces pollinisateurs-là sont connues, mais ce n'est pas nécessairement très bien connu, ce n'est pas très bien documenté. Il y avait différentes régions, différents potentiels de productivité dans les différentes régions. Et puis après ça, on se demandait si les rendements peuvent être modifiés avec des densités plus élevées. Donc, c'est sûr, mais c'est toutes les choses qui nous manquaient dans les données de base. Donc, l'objectif principal de notre projet, c'était d'évaluer le lien entre l'utilisation des pollinisateurs commerciaux et donc bourdons, mégachilles et abeilles mellifères et la productivité du bleuet. Et puis, spécifiquement, on voulait regarder les densités, l'influence de la diversité des pollinisateurs et puis déterminer l'importance d'autres facteurs environnementaux. Donc, puis après ça, on a intégré différents paramètres qui ont été mentionnés par Pierre-Olivier tantôt, là, qui influencent la productivité de votre industrie. Donc, on avait en main quand même des données intéressantes. Donc, il y a les données des producteurs, de vous. Et puis après ça, il y avait les données qu'on avait depuis des années sur les évaluations qui avaient été faites dans les champs, les évaluations des densités de pollinisateurs. En gros, c'est ça. Donc, on a sélectionné les bleuetières en fonction de ça. Puis ça vous donne une idée de l'emplacement de tout ce qu'on a de notre étude. Donc, ça faisait pas mal le tour du lac, puis un petit peu vers le Saguenay aussi. Là. Donc, on avait quand même plusieurs sites. Et puis, les évaluations, c'est les évaluations qui avaient été faites par Nicolas Tremblay. Donc, anciennement, celui qui faisait toutes les évaluations là, chez beaucoup d'entre vous. Et puis, on a créé une banque de données. Donc, là, on a tout été chercher, toutes les données, 2015-2021. Mireille a fait des enquêtes, des entrevues avec différents producteurs de bleuets. Elle a tout ramassé ça, puis elle a créé un gros data, donc un gros paquet de data. Donc, où on avait des champs, donc de surface variable. Donc, on avait des champs d'établissement d'années variables. On avait des régies variables, des rotations, comme vous connaissez, des rendements par champ qui étaient variables, des densités d'abeilles, densités de bourdons et densités de mégachilles qui étaient variables. Donc, on a tout entré ces données-là et ça faisait un total de 562 données par année, donc c'est quand même beaucoup. 178 champs, et puis que ça correspond quand même pas pire, là, c'est 12 de la production du Saguenay-Lac-Saint-Jean, puis 5 de la production canadienne. Donc, ça, c'est le data qu'on avait, qu'on est allé chercher. OK? Les colonies qui avaient été évaluées par Nicolas Tremblay, 4500 à peu près. Les données météo qu'on a embarquées, on a embarqué des données sur l'hiver, température, couvert de neige, pollinisation, température, occurrence de gel de fleurs, grossissement des précipitations. Puis au total, on avait un autre 6500 données supplémentaires pour venir tout merger ça avec notre data. Okay? Et puis après ça, on a demandé à Claude Dufault
qui est ingénieur, qui a fait des cartes avec ArcGIS. Puis là, on a déterminé le potentiel mellifère de chacune des régions qu'on a étudiées. Puis on a intégré ça dans notre data aussi. OK? Fait que les résultats. OK? Donc, je vais y aller quand même. C'est assez intéressant. Donc, sur la figure qui est ici, vous avez sur l'axe des Y les rendements en kilogrammes par bleuet. Donc, je vais vous demander de retenir cette figure-là, l'axe des X. Puis après ça, on a les ruches par hectare. OK? Ce qu'on voit, c'est, par exemple, de 0 à 1 ruche par hectare, 1 à 2 ruches par hectare, 2 à 3 ruches par hectare. On voit qu'il y a un accroissement du rendement qui part d'à peu près 2005, 2000. Puis là, oups, on passe à 3005, 4000 kilogrammes de bleuets par hectare. Donc, comme ça double là, en augmentant les densités de ruches. Puis après ça, bien, dans notre data, là, on regarde 3, 4, 4, 5, 5, 6. Et au-dessus de 6, on n'a pas beaucoup de données, donc ça arrête là. Puis on voit que ça stagne. Là. Okay? Fait que là, avec Mireille, toute l'équipe, on regarde ça, on dit, ouais, il me semble que c'est bizarre. Mais, vous savez, l'évaluation des ruches, c'est très variable. Il y a des ruches qui avaient 4 quarts d'abeilles, puis il y en avait qui avaient 18 quarts d'abeilles. Fait que là, on a dit, bien, check donc voir qu'est-ce que ça a l'air avec quart par hectare. Ça donne ça. Fait que là, c'est intéressant. OK? Donc, regardez toujours l'axe des Y. Puis là, j'ai demandé à Mireille de dire, vérifie ton data, ça se peut pas qu'on ait une belle ligne de même. C'était comme trop parfait, là. Puis là, on voit que, ouais, c'est ça, trop beau. Mais c'est quand même intéressant. Là, on a fait des classes, donc 0 à 15 quarts par hectare, 15 à 30, 30 à 45. Puis on voit que ça augmente à peu près, ouais, mettons, 500 kilos par hectare à toutes les fois que tu rajoutes un quart par hectare. Je veux dire un groupe de quarts, donc 15 quarts. Donc, c'est quasiment une ruche, là. Ça veut dire que tout, ça augmente tout le temps. Donc, ça a été vraiment intéressant. C'est significatif avec notre data. Donc, ça, c'est... Puis, ce que ça nous montre aussi, c'est que ça n'arrête pas, là. Puis, on n'est pas rendu au plafond encore, là. Hein? Donc, ça, c'est quand même intéressant. Puis, ça nous fait poser des questions, j'imagine, pour vous aussi, là. Après ça, on a fait les bourdons. Et puis, l'autre figure qui va apparaître tantôt, ça va être les mégachilles, là. Fait que les bourdons, même chose, 0. Puis là, voyez-vous, on ne se rend jamais à la densité recommandée. Tu sais, chez les pollinisateurs, là, on dit chez les bourdons, on recommande de 1 à 2,5 ruches de bourdons, donc de quad de bourdons. Là. Puis là, après ça, on voit ici, là, de 0 à 0,5, 0,5 à 1, puis au-dessus de 1, il n'y a pas beaucoup qui en mettent plus que ça. Donc, puis là, on voit qu'il y a un accroissement du rendement en fonction de la densité de quad de bourdons. Mais tu sais, ça ne plafonne pas encore. Là. Pour les mégachilles, donc, même chose, ça, c'est des gallons par hectare. Donc, on voit là de 0 à 1, 1 à 2, 2 à 3, 3. Là, encore là, on ne plafonne pas. Okay? Donc, on n'atteint pas, je pense, en tout cas, ce que les données nous montrent, c'est qu'on n'atteint pas encore le rendement maximum. Okay? Donc, ça prend plus de données au-dessus de ça, pour qu'on puisse voir qu'est-ce qui se passe. Après ça, bien, puis là, on va travailler encore les données. Ici, la figure, ça vous montre la diversité des pollinisateurs. Ça veut dire que là, on a tous pris les champs, puis là, on a dit, il y a des champs qui avaient un pollinisateur, 2 pollinisateurs, 3 pollinisateurs différents. Donc, la diversité. Et puis là, on voit le rendement. Puis là, ce qu'on voit, c'est dans les champs qu'on a échantillonnés, plus on augmente la diversité des pollinisateurs, meilleur est le rendement. Donc, ça veut dire, ben oui, c'est vrai, tu augmentes le nombre de pollinisateurs. C'est vrai, mais c'est quand même intriguant. Il y a des questions scientifiques derrière ça. C'est est-ce qu'il y aurait avantage de combiner des pollinisateurs? Parce que chaque pollinisateur a des comportements de butinage qui sont différents, des distances différentes et tout ça. Peut-être que ça nous montre, c'est peut-être que ce serait bien de combiner. Peut-être. Il y a encore beaucoup de questions. Ça fait des questions nouvelles. Tu sais, à toutes les fois qu'on fait de la recherche, on finit toujours par d'autres questions. Là. Ça ne finit pas. Là. Mais c'est le principe. Okay? Après ça, on a fait les données environnementales, couvert de neige. Il n'y a rien de surprenant. Donc, le couvert de neige, donc l'effet sur le rendement, c'est sûr que ça augmente. L'occurrence de gel, ça va avoir un impact négatif. L'âge des champs, ça aussi, c'est quelque chose auquel vous attendez. C'est toutes des données significatives. Et l'année, ça dépend de l'année, tout simplement. Donc, c'est des résultats auxquels on s'attendait.
Puis évidemment. Donc, on a quand même fait une étude que, on ne trouve pas beaucoup d'études comme ça dans les manuscrits scientifiques. Quand même, là, on a une des premières études où on a réussi à colliger beaucoup de données comme ça. Fait qu'en conclusion, on est fait 3. Le rendement s'améliore avec les densités, ça c'est évident. Donc, nos données montrent un potentiel d'accroissement du rendement en augmentant les densités des 3 pollinisateurs. Puis, on n'est pas rendu au maximum encore. Ce que ça nous montre, c'est qu'on pourrait probablement augmenter. Puis là, après ça, bien là, j'étire un petit peu. Là. Selon moi, le nombre de cadres par abeille par hectare est une unité de pollinisation qui offre plus de précision sur le rendement comparativement au nombre de ruches à l'hectare. Ça veut dire que quand on prend le cadre par hectare, ça enlève les biais de la force de la ruche. Là, tu y vas avec une unité de pollinisation. Donc, moi, je considère que l'unité de pollinisation, c'est peut-être l'unité intéressante à utiliser au lieu d'utiliser les ruches. Donc, d'y aller avec les cadres d'abeilles. Et donc, ça veut dire que l'évaluation des ruches dans les champs de bleuets, c'est important de savoir quelle est la force de la ruche que vous amenez. Okay. Puis l'autre, ben, c'est la diversité. Ça, c'était quand même intriguant. Là. On amène... Il y a sûrement quelque chose à pousser un peu plus l'analyse. Est-ce qu'il y aurait avantage de combiner les pollinisateurs dans les champs? Parce que ça nous montre qu'il y a un avantage, mais il manque un peu de data là-dessus. Donc, comme j'écris, il serait peut-être avantageux de combiner des espèces pollinisatrices pour profiter des comportements spécifiques là, de chacune de ces espèces-là. Puis en plus, avec les changements climatiques qu'on va vivre dans les prochaines années, peut-être qu'il y a avantage d'avoir une combinaison qui vont réagir différemment au climat. Peut-être qu'il y a quelque chose là aussi à faire dans tout ça. Okay. Alors, il faut que je termine avec la diapo de remerciement. C'est un gros projet qui a permis la formation de plusieurs étudiants. Vous allez les voir tantôt. Financé par le CRSNG, cette demande-là, avec l'appui de votre syndicat. Donc, un appui important du syndicat, un appui important des apiculteurs et des apicultrices du Québec. Évidemment, le CRESAD, BioBest, merci beaucoup pour BioBest pour avoir aidé là, à nous réduire le prix des quads qu'on a utilisés pour le projet de recherche. Et puis, évidemment, le MAPAC qui nous aide vraiment beaucoup. On est chanceux d'avoir un support gouvernemental comme ça pour tous nos projets. Le groupe du Club Conseil Bleuet ont été phénoménal. Donc, répondre à toutes nos questions. Donc, Pierre-Olivier, merci. Charles, merci beaucoup. Donc, il a aidé Mireille beaucoup pour ça. Donc, c'est tout. Merci. Donc, s'il y a des questions. Réseau Culture Saguenay-Lac-Saint-Jean. C'est l'accès direct à 200 artistes, organismes, travailleurs et travailleuses culturelles. La culture au Saguenay-Lac-Saint-Jean, une culture de proximité. On va reprendre. Bien, maintenant qu'on sait presque tout sur la pollinisation, il faut quand même prendre un peu de temps pour parler des autres opérations culturelles, parce qu'il y en a d'autres, vous le savez. Pour ce faire, j'inviterai maintenant M. Jean Lafont, chercheur en fertilité des sols à la ferme de recherche d'agriculture et agroalimentaire Canada, à Normandin, à venir nous parler de l'effet de la durée du cycle de production, du brûlage, des fongicides et de la fertilisation sur la productivité du bleu sauvage. Alors, à vous, M. Lafont. Merci beaucoup. Donc, mon sujet va être moins propice à la controverse. Là, on va parler de pratiques culturelles plus communes, où est-ce qu'il y a moins d'enjeux. Donc, c'est avec plaisir que je présente aujourd'hui des résultats qui proviennent là, des cours des dernières années. Bien. Ah, l'autre sens.
Donc, il y a beaucoup de travaux qui ont été faits dans la production du bleuet, mais souvent, c'est à court terme. Donc, on fait des recommandations de fertilisation suite à des essais de 2-3 ans. On fait des techniques de brûlage, fauchage sur 2 ans. Donc, le projet, il vise à prendre toutes les pratiques utilisées chez les producteurs, des pratiques courantes ou moins courantes, et de les mettre ensemble, puis de voir les interactions possibles qu'on pourrait avoir entre ces différentes pratiques. Donc, on sait que la fertilisation, ça augmente les rendements. Plusieurs travaux ont démontré qu'on avait des augmentations de la densité de tige au mètre carré, de la hauteur et du nombre de bourgeons floraux, donc un potentiel de rendement plus élevé. La fauche mécanique versus le brûlage, évidemment, depuis plusieurs années, le brûlage, on n'en fait à peu près plus. Donc, on sait théoriquement qu'il y a une diminution des pathogènes avec le brûlage et on peut augmenter la fertilité des sols en brûlant. Donc, on apporte des cendres qui deviennent disponibles à la culture, mais quand même, la référence, on voit 1971, ce n'est pas très récent. Au niveau des fongicides, évidemment, on protège le feuillage, donc une augmentation potentielle de la photosynthèse, donc une augmentation là, de la productivité des plantes. Au niveau de la durée du cycle de production, généralement, ici, on fait du 1 an et des fois, de temps en temps, on se demande du 2 ans, ça serait-tu intéressant? Il n'y a pas beaucoup d'études qui ont comparé le 1 an versus 2 ans. Il y avait une étude réalisée au Maine qui avait évalué à long terme, sur une période de 12 ans, les effets du 1 an versus 2 ans. Et au bout de 12 années, finalement, les rendements étaient comparables, mais il n'avait pas évalué l'ensemble des paramètres qu'on va voir aujourd'hui. Donc, l'objectif du projet, c'est de suivre à moyen terme les rendements en fruits et les concentrations en éléments nutritifs dans la plante, donc suivre l'état de santé du plant de bleuet suite à différentes pratiques culturelles. Donc, le projet a été réalisé à la bleuetière la bleuetière d'enseignement de recherche située près de Normandin, la Berre, établie en 2016-2017 pour les sites, et les traitements, donc la durée du cycle de production, 2 et 3 ans, donc 1 année de production versus 2 ans de production de fruits. Type de fauche mécanique versus mécanique et fauche thermique. Application de fongicides ou pas de fongicides et fertilisation minérale versus organique et un contrôle où est-ce qu'on n'appliquait aucun fertilisant. Donc, une vue aérienne du site expérimental, ça représente une dizaine d'hectares, 192 parcelles. Donc, on voit quand même du vert un peu plus foncé, donc c'est les parcelles qui étaient en végétation. On a travaillé sur des grandes parcelles, 22 mètres par 15 mètres, donc on travaillait avec des gros équipements que vous utilisez chez vous à la ferme, donc une faucheuse, et on a utilisé un brûleur au propane pour faire le brûlage des parcelles à l'automne. Au niveau de la fertilisation, donc on a appliqué de l'actisol comme source organique qui apportait 50 kg d'azote à l'hectare, 30 de P et 20 de K. Au niveau du minéral, on a apporté les mêmes quantités d'éléments nutritifs, sauf que c'était des engrais minéraux, soit du sulfate d'ammonium, du super triple phosphate et du sulfate de potassium. Et les apports étaient similaires à l'organique. Évidemment, le contrôle. Au niveau du fongicide, on a appliqué le Proline une seule fois au mois de juillet. On a échantillonné les feuilles à l'ahoutement pour suivre l'état de santé de la culture et on a déterminé les rendements en fruits au mois d'août avec une grosse cueilleuse. Les résultats, donc ici, c'est une moyenne de 6 années de rendement. Donc, on a poolé toutes les données ensemble qui provenaient, là, on regarde juste l'impact de la fertilisation, donc toutes les données de fauchage, de fongicides et des cycles de production sont toutes poolées ensemble. Donc, on voit les données pour le site 1, site 2. Le site 1, c'est le site qui a été établi en 2016, site 2, 2017. En bleu, c'est la fertilisation minérale, en orange, organique, et le témoin en gris. Et à l'axe des X, c'est les rendements en fruits. Et les petites lettres, bien là, depuis un matin, on en voit plusieurs. Là. Fait que vous êtes tous rendus des professionnels au niveau de la statistique. Fait que les petits A, ça veut dire qu'il n'y a pas de différence significative avec le petit B. Donc, le A et B, donc le site 1, fertilisation minérale et organique, sont comparables et sont supérieurs aux témoins qui n'avaient pas appliqué de fertilisant. Et la même chose pour le site 2. Ça, c'est une donnée moyenne. Fait que si on regarde un peu plus en détail, pour le site 1, pour les années 2018 à 2023, on voit qu'il y a beaucoup de variations, il y a beaucoup de données. Et évidemment, le cycle de 2 ans, bien, on a eu des rendements en 2018, en 2020, 2022. Pour le 3 ans, 18-19. En 2020, c'était année de végétation.
En 21, c'est le gel. Et en 22, c'est la deuxième année de production. Puis on voit vraiment les rendements très élevés, là, 6 000 kg à l'hectare. Donc, c'est un 2 ans qui a produit beaucoup, mais qui n'avait rien fait en première année. Donc, on voit qu'il y a peut-être avantage des fois, quand on a des mauvaises années en première année, de le laisser en 2 ans, puis on peut avoir des bons rendements. On voit également qu'au niveau de la fertilisation, première année 2018, les rendements sont plus élevés avec la fertilisation minérale. 2019, 2,6, 2,4. Troisième année en 2020, 3,5 versus 3,9. Donc, la fertilisation organique, tranquillement, gagne du terrain et a produit des rendements supérieurs. On arrive en 22, 3,9, 3,6. Comparable. Donc, l'arrière-effet du fertilisant organique a permis d'atteindre des rendements comparables à la fertilisation minérale. Site 2, un peu différent. On voit que pour le 2 ans, donc une année de production, on a juste des données de 2019 et 2023. Donc, année de végétation et un gel en 21 qui nous a mis à 0. Donc, les mêmes tendances qu'on observe avec la fertilisation organique et minérale, des rendements comparables. Durée du cycle. Encore les données moyennes des 6 années. Donc, rendement en fruits comparable au site 1, qu'on fasse du 1 an ou du 2 ans. Au site 2, on voit que les rendements sont supérieurs quand on fait du 1 an versus du 2 ans. C'est sûr qu'au site 1, on a une année exceptionnelle en 22, en 23, des rendements de près de 6 000 kg qui ont peut-être débalancé un petit peu l'effet du cycle. Type de fauchage, donc le mécanique versus le brûlage, aucune différence significative. Donc, il n'y a pas d'intérêt à brûler en plus de faucher, aussi bien pour le site 1 que le site 2. L'application du fongicide, ici, c'est surprenant, aucune différence significative qu'on a appliqué du fongicide ou non. Donc, les rendements sont équivalents. On voit une petite tendance que les rendements sont plus élevés avec l'application du ProLine. Il faut dire que le site qui est peu malade, donc l'impact du fongicide sur la plante demeure relativement faible. Maintenant, si on va voir l'état de santé de la culture, donc mesuré par la concentration en éléments nutritifs dans les feuilles, ici, c'est l'azote foliaire. Donc, on voit pour les sites 1 et 2 les mêmes effets, qu'avec la fertilisation minérale, les concentrations sont plus élevées qu'avec l'organique et significativement plus élevées qu'avec le contrôle. C'est sûr que l'azote qui provient des engrais minéraux est rapidement disponible, donc on accroît plus rapidement la concentration d'azote dans les feuilles. L'organique, l'azote est disponible, mais ça demande un petit processus dans le sol par les microbes pour le rendre disponible. Au niveau du phosphore, dans les 2 cas, les mêmes effets au niveau du site 1, site 2. Donc, on a accru les concentrations en phosphore dans les feuilles avec la fertilisation minérale plus élevée comparativement à l'organique et aux témoins. Mais on voit que pour le site 1, peu importe la fertilisation, on est au-dessus du seuil optimal, donc il n'y a pas de problème. Au niveau du site 2, on voit que quand on n'applique pas de fertilisant, on sous-fertilise notre culture. Au niveau du potassium dans les feuilles, la même chose, fertilisation organique et minérale comparable pour le site 1 et supérieure au témoin. Au niveau du site 2, on voit qu'on est en bas du seuil optimal, mais quand même au-dessus du seuil minimal, mais un effet là, plus élevé avec la fertilisation minérale, une plus grande quantité de potassium retrouvée dans les feuilles. Au niveau du calcium, coup de théâtre, c'est l'inverse qu'on observe. Évidemment, avec la fertilisation minérale, on augmente la biomasse aérienne produite, plus de fruits également. Donc, il se crée un effet de dilution. Donc, la quantité de calcium est diluée dans la plante. Donc, on retrouve des plus faibles quantités de calcium avec la fertilisation minérale. Organique intermédiaire et avec le témoin, les plants sont plus petits, donc une plus grande quantité de calcium mesurée en pourcentage. Et au niveau du site 2, l'effet est moins marqué. Les différences sont non significatives, mais il y a des petites tendances semblables au site 1. Ici, le niveau du calcium, il n'est pas problématique, là, on est au niveau des seuils inférieurs. Magnésium, la même chose. Encore une diminution du magnésium dans les feuilles liée à l'augmentation de la biomasse produite par l'engrais minéral et organique, comparativement aux témoins, les mêmes effets observés au site 1 et au site 2. Si on regarde au niveau de la durée du cycle, de la fauche et de l'application de fongicides,
ça n'a eu aucun impact sur les concentrations en éléments nutritifs dans les feuilles. Donc, c'est vraiment l'effet de la fertilisation là, qui a été majeur. On ne désespère pas, on va être au dîner à bonne heure. J'ai déjà faim. Donc, en résumé, l'effet de la fertilisation, donc, on a vu accroissement de la productivité, effet comparable avec la fertilisation organique et minérale, quoique organique a traîné un petit peu de la pâte au début, mais l'arrière-effet a fait qu'il y a des éléments nutritifs disponibles dans le système, donc on a des rendements comparables. Accroissement des concentrations en azote, phosphore et potassium dans les feuilles et diminution de calcium, magnésium. L'effet plus marqué avec la fertilisation minérale versus organique. Mais même si on a noté des diminutions du calcium, magnésium, on n'a pas vu d'effet négatif sur la productivité de la culture. L'effet des cycles diverge selon les sites sur la productivité. Donc, le site 1, pas de réponse. Site 2, la plus grande productivité pour le 1 an. Mais ça demeure encore à vérifier. Le projet se poursuit, il faut qu'on va avoir plus de données pour comparer les cycles de production. Effet du type de fauche et du fongicide non significatif sur les rendements et sur les teneurs en éléments nutritifs des feuilles. Et une chose qu'on voulait voir, s'il y avait des interactions entre les différents paramètres, si avec le fongicide et la fertilisation, s'il y avait un synergisme entre ces deux facteurs-là, et on n'a pas noté d'interaction significative. Donc, pas de synergisme qui s'est produit entre nos différents facteurs. C'est plus facile à expliquer que si on avait eu plein d'interactions de tout bord, de tout côté. Donc, ça devient plus simple à expliquer. Je tiens évidemment à remercier le syndicat des producteurs de bleuets pour son soutien financier, l'équipe de soutien de recherche à la ferme de Normandin et évidemment M. Joël Lacasse de la CAFEN pour les travaux de fauche et de brûlage sur le terrain. Merci beaucoup. Puis on n'est pas en retard.